Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette séance de Tracer son chemin de l'international vers l'Université de Montréal. Donc, je me présente, je m'appelle Sarah et je serai votre animatrice aujourd'hui. Alors, le webinaire d'aujourd'hui s'adresse à tous les étudiants et étudiantes de l'international. Donc, on va vous présenter l'UDM, les raisons d'étudier au Québec, notre système d'admission, les droits de scolarité et aussi vous parler un petit peu de la vie étudiante. Donc, vous pourrez aussi également poser vos questions à nos invités plus vers la fin. Alors, les invités aujourd'hui sont Jonathan, conseiller au service de l'admission et du recrutement, Diana Ballarezo, étudiante en maîtrise de l'environnement et du développement durable, et nous avons aussi avec nous une ambassadrice qui va s'occuper de partager quelques liens utiles dans la section clavardage et qui pourra aussi vous répondre en direct au travers de la présentation. Donc, petit rappel que la séance d'aujourd'hui est enregistrée. Elle sera disponible en rediffusion par la suite sur notre site admission.umontréal.ca. Votre micro et votre caméra seront fermés en tout temps, mais je vous rappelle aussi qu'il s'agit de votre séance d'information, donc n'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions à l'aide de l'icône Q&A ou Q&R, dépendamment de la langue de votre navigateur. Et nos invités vont se faire un plaisir d'y répondre durant la présentation, mais aussi à la fin, comme je le disais. Donc, débutons maintenant la discussion. Alors, ma première question est pour toi, Jonathan. Donc, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots là, de l'Université de Montréal pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui? Oui, bien sûr, ravi d'être ici également. Donc, l'Université de Montréal, il faut savoir que c'est le premier pôle d'enseignement supérieur au Québec et nous sommes la quatrième université de recherche au Canada et nous sommes également l'une des plus importantes, non seulement au sein de la francophonie, mais également dans le monde. Donc, venir à l'Université de Montréal, c'est la garantie d'avoir une formation de haut niveau et un diplôme qui est reconnu. Puis l'Université de Montréal et ses écoles affiliées, elles se classent, il faut le savoir, au 63e rang dans des meilleures universités en termes d'employabilité. Donc, on a demandé aux employeurs du monde entier un petit peu de nous faire, de répondre à un sondage qui classe presque 200 universités et on est reconnu pour la compétence de nos diplômés pour nos spécialisations et pour notre excellence scolaire. Donc, ça rajoute évidemment de l'excellence pour nos étudiants et nos diplômés. Merci beaucoup, Jonathan. Maintenant, Diana, bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu nous parler de pourquoi tu as choisi l'Université de Montréal spécifiquement? Oui, bonjour à toutes et à tous. Et quand même, oui, pour tout ce que Jonathan vient de dire. Mais au début, c'était parce que je cherchais quand même à poursuivre des études supérieures à l'étranger. Et donc, je commençais par dresser une longue liste de pays et d'universités auxquelles je pensais vouloir postuler. Et je me suis rendu compte que ma liste était énorme quand même, non? Donc, j'ai donc commencé à noter les raisons pour lesquelles je choisirais une université plus qu'une autre. J'ai mis, par exemple, le classement de l'université, les campus, la distance et les coûts du billet d'avion entre Quito, que c'est ma ville à l'Équateur, et la ville de destination. Et comme était la ville, dans ce cas Montréal, et en termes de sécurité, d'attraction, de sport, de nature. Et donc, avec tout ça, il me restait donc un certain nombre d'options plus raisonnables. Et en plus de tout ça, ce qui m'a décidé à venir ici à l'Université de Montréal, c'est que je voulais vivre une expérience différente en français. Je parle déjà l'anglais. Mon français était bien, mais pas trop bien. Donc, je me suis dit, OK, on va le faire. Et donc, c'était bon et maintenant, je suis très heureuse de l'avoir choisi quand même, non? Super, merci beaucoup, Diana. Et sinon, Jonathan, est-ce que tu peux nous parler un peu des choses qu'on peut étudier à l'Université de Montréal? Oui, bien sûr. En fait, on peut étudier pratiquement tout. Nous sommes une université généraliste. Nous abritons 13 facultés et écoles et ça représente 600 programmes d'études, dont 250 accessibles directement après les études préuniversitaires. Donc, que vous soyez intéressé par le droit, la littérature, la physique, la chimie, la microbiologie, bref, on a pratiquement tous les domaines d'études représentés.
Et nos programmes, peu importe lesquels, allient vraiment la théorie pour préparer évidemment au cycle supérieur, donc niveau maîtrise et doctorat, et également pour préparer au mieux les étudiants à rentrer sur le marché du travail, dans le monde du travail. Donc, c'est vraiment important. Donc, on a vraiment ce bel équilibre entre la théorie et la pratique. Et enfin, notre système scolaire, il ressemble vraiment au système LMD, licence, maîtrise, doctorat. Il y a juste le premier cycle, le premier niveau universitaire chez nous s'appelle un baccalauréat, comme certains diplômes préuniversitaires dans certains pays, mais c'est la traduction de bachelor. Donc, baccalauréat, premier niveau de 3 ans. Ensuite, la maîtrise de 2 ans et le doctorat de 3 ans. Donc, si on fait tout le cycle au complet, on a un bac plus 8 en sortant de nos universités. Donc, vraiment un système similaire à ce que les Européens et un peu ailleurs dans le monde connaissent. Super. Donc, tu as déjà un peu parlé du système universitaire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus sur les spécificités? Oui, bien sûr. Nous avons, comme également dans beaucoup de pays, 2 grands trimestres de cours. Donc, nous avons le trimestre d'automne, de septembre à mi-fin décembre, et le trimestre d'hiver, de janvier à fin avril, début mai. Et le trimestre d'été est un trimestre optionnel où vous pouvez partir en vacances, travailler, profiter un petit peu du Québec et du Canada. Mais les 2 grands trimestres vraiment obligatoires sont l'automne et l'hiver. La majorité de nos programmes d'études sont composés de cours obligatoires et de cours à option. Ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, évidemment, ça peut varier d'un programme à l'autre, mais la première année est une année plus générale et la deuxième et troisième année sont des années de spécialisation où les étudiants choisissent les cours qu'ils souhaitent faire, évidemment au sein d'une structure, mais qui leur permet un peu de construire un parcours à leur image. Et ça plaît beaucoup aux étudiants, notamment internationaux, qui sont peut-être habitués des fois à des systèmes universitaires un peu plus rigides. Au contraire, le nôtre est très flexible. Et un point important qu'il faut savoir également, c'est que pour être considéré comme étudiant à temps plein, ce qui est une obligation pour les étudiants internationaux, c'est entre 4 et 5 cours par trimestre. Donc, il faut vraiment respecter cette condition. 5 cours à faire au trimestre d'automne, les examens arrivent en décembre, et 5 autres cours à faire en janvier, les examens arrivent en mai. Et à chaque année, on reprend. Donc, on n'a jamais le temps de s'ennuyer parce qu'on choisit à chaque fois un nombre de cours différents pour chaque trimestre. Excellent, merci beaucoup, Jonathan. Puis maintenant, j'ai une question pour toi, Diana. On dit que généralement, le Québec est quand même assez réputé pour sa pédagogie. Qu'est-ce que tu penses de l'accompagnement des professeurs? Honnêtement, les professeurs sont très bons sur le plan académique, mais franchement, ils sont aussi très humains. Et je pense que ce dernier point fait vraiment la différence dans l'expérience que vous pouvez avoir à l'université. Et j'étais dans la partie la plus difficile de la matrice pendant la pandémie, par exemple. Et tout m'est arrivé pendant ce temps-là. Mais heureusement, j'avais des professeurs empathiques qui comprenaient ce que je vivais et qui m'ont aidé. Donc, ça, c'est une chose que je trouvais que est formidable. Et le plus formidable, ce n'était pas seulement un professeur, mais tous mes professeurs, mon programme, toutes les personnes ont été là pour moi. Donc, ça a fait complètement la différence. Et bien sûr, le plan académique, ils sont excellents. Non? Donc, je ne peux pas me plaindre, mais une chose que c'était quand même très bon pour moi de savoir, c'est qu'ils sont très humains aussi. Donc, ça fait la différence. Super, mais je suis contente que ça soit bien passé pour toi. Puis maintenant, on va un peu parler d'admission. Alors, j'ai vu déjà quelques questions passer par rapport à ça. Donc, Jonathan, après le choix, vient le moment de déposer une demande. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, cette étape-là? Oui, c'est une très bonne question. Une fois que vous avez réussi à naviguer à travers tous nos programmes d'études et le champ de possibilités qui s'offre à vous, il est temps de déposer une demande. Il faut savoir qu'au Canada, chaque université a son propre système d'admission. Il n'y a pas de système centralisé à l'échelle du Canada. Donc, si vous êtes intéressé par l'Université de Montréal, tout se fait sur notre site admission.umontréal.ca. Donc, on va vous demander de remplir un formulaire de demande, de téléverser les documents exigés directement sur notre plateforme, donc de façon numérique, et de s'acquitter des frais liés à la demande qui sont de 112 $ canadiens, donc que ce soit pour le premier cycle ou les cycles supérieurs. Et ensuite, vous allez voir, les documents exigés sont souvent des documents d'identité, des documents également académiques. On veut voir tous vos relevés de notes et diplômes de vos études pré-universitaires. Et puis, le test de langue, donc de français, pour ceux qui doivent le passer, qui ne sont pas exemptés, comme par exemple les Français, évidemment, ou tous ceux qui ont fait des études en français
durant leurs études préuniversitaires sont exemptés. Donc, tout ça est très bien expliqué. Vous êtes vraiment suivi pas à pas. Et puis, en tout temps, vous pouvez contacter nos équipes qui sont mobilisées pour répondre à vos questions sur futurétudiant@umontréal.ca. Donc, vous avez vraiment une aide et un accompagnement durant tout le processus de demande d'admission. Excellent, merci. Puis est-ce qu'il y a des dates qui sont importantes de respecter dans ce processus-là? Oui, je vais parler de la date qui s'approche de plus en plus. C'est vraiment le 1er février. Donc, c'est à cette date-là que les étudiants internationaux doivent avoir déposé une demande d'admission pour l'automne 23. Donc, pour commencer en septembre avec nous prochain, il faut vraiment déposer son dossier avant le 1er février. C'est important. Super, merci. Puis une fois qu'on a déposé la demande, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc une fois que la demande a été déposée et que vous avez payé les frais de cette demande, encore une fois, c'est important, eh bien, elle va être évaluée. Il faut savoir que notre université est basée sur l'étude de dossier, sur l'excellence académique. Donc, on va vraiment regarder toutes vos notes et selon le programme visé, eh bien, regardez si vous répondez à toutes les exigences que nous avons. Et si ça fonctionne, si c'est bon, eh bien, vous allez recevoir une offre d'admission. Elle est définitive ou conditionnelle et généralement pour les étudiants internationaux, elle est conditionnelle, à l'obtention de votre diplôme préuniversitaire en cours en ce moment et 2, à l'atteinte d'une certaine moyenne à obtenir, encore une fois, en fonction du programme visé. C'est important de comprendre que chaque programme chez nous a ses propres exigences. Donc, ça peut varier d'un programme à l'autre. Si vous avez fait une demande d'admission pour plusieurs programmes d'études, eh bien, sachez que nous allons évaluer les 3. Parce qu'une demande d'admission, vous avez jusqu'à 3 choix à faire. Donc, les 3 vont être évalués. Vous allez recevoir une réponse aux 3. Et imaginons, si les 3 sont favorables, vous allez devoir choisir, accepter une offre d'admission dans un des programmes où vous avez reçu une offre. Et dès ce moment-là, vous allez vraiment rentrer dans la grande communauté de l'Université de Montréal. Dès que vous recevez une offre d'admission conditionnelle, le service du recrutement, nous-mêmes, et les services à la vie étudiante ainsi que le bureau des étudiants internationaux vont vraiment entrer en contact avec vous pour préparer votre accueil et votre intégration. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Et évidemment, quand vous arrive la fin de votre année préuniversitaire, au moment de la diplomation, lorsque vous avez par exemple votre relevé de baccalauréat ou de fin d'études dans votre pays, il est important de nous l'envoyer pour que nous puissions valider si vous respectez les conditions d'admission. C'est tout. Super, merci. Puis sinon, quelles sont les démarches et les visas à obtenir pour venir étudier au Canada, justement? Oui, qui dit évidemment un projet d'expatriation, dit vous allez devoir passer par la case immigration. Donc, dans le fond, une fois que vous avez une offre d'admission conditionnelle ou finale venant d'une université québécoise, eh bien, vous entamez immédiatement vos démarches. Donc, d'abord au niveau provincial, donc vous demandez un certificat d'acceptation du Québec et ensuite au niveau fédéral avec un permis d'études. Donc, ça se fait vraiment en 2 temps à 2 niveaux. Vous avez j'en ai un petit peu parlé, le Bureau des étudiants internationaux de l'Université de Montréal qui est là pour vous accompagner dans vos démarches si vous avez des questions, des enjeux, etc. Donc vraiment, ce sont des experts en immigration qui sont là un petit peu pour vous orienter et vous rassurer à travers ces démarches. Tout se fait en ligne, mais ce que je dis à chaque fois aux étudiants, c'est le temps est votre allié. Dès que vous recevez une offre d'admission conditionnelle ou finale, n'attendez pas et entamez vos démarches. La date du 1er février n'est pas une date arbitraire, c'est une date qui a été choisie pour permettre aux étudiants d'avoir le temps d'entreprendre leurs démarches. Donc vraiment, faites-le dès que vous recevez une réponse. OK, super. Donc maintenant, on va passer à la portion vie étudiante, puis par la suite, on va prendre le temps de répondre à certaines de vos questions parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Alors maintenant, j'ai une question pour toi, Diana. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience et de la vie étudiante qu'on peut retrouver à l'UDM? Ah oui, bien sûr. Et une chose que j'aime, par exemple, de l'université, c'est le CEPSUM, qui est le centre sportif de l'université. Et il y a une piscine, des cours de tennis, badminton, des murs d'escalade, courses de pilates, yoga. Et il y a un monde de choses pour faire de l'exercice et de se débarrasser du stress que les cours peuvent parfois nous donner. Donc, ça, c'est une chose que j'aime beaucoup de l'université. Mais il y a beaucoup d'autres choses comme des ateliers. Par exemple, j'ai également suivi un atelier de hip-hop
et un atelier de ukulélé. Donc, l'UDEM propose de nombreuses activités. Il suffit de garder l'œil ouvert parce que les ateliers se remplissent rapidement, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, oui, je peux penser maintenant à les deux, mais quand même, il y a beaucoup de choses que l'université offre. Super, merci Diana. Puis sinon, j'ai une question pour toi, Jonathan. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie étudiante? En fait, un peu plus, mis à part de ce que Diana vient juste de dire. Oui, bien sûr. Une question qui revient souvent à la fois auprès des futurs étudiants et des parents, c'est bien normal, c'est un peu tout ce qui fait la vie autour des cours et de la vie académique. Et évidemment, sur notre campus, on propose tous les services possibles aux étudiants. On est un peu une ville dans la ville. Nous avons nos propres résidences, donc nos chambres sur le campus. Vous pouvez faire une demande si vous le souhaitez. Il faut savoir que le portail pour obtenir une chambre dans nos résidences s'ouvre le 1er mars de chaque année. C'est premier arrivé, premier servi, mais évidemment, tous les quartiers autour de l'université sont des quartiers étudiants et on a un bureau du logement qui peut vous aider à vous mettre en relation avec des personnes qui cherchent des colocataires. Mais en tout cas, sachez que nous avons nos résidences. Nous avons également nos propres services alimentaires, plusieurs cafétérias. Nous avons également notre propre petit dépanneur, une petite épicerie dans nos résidences. Si jamais vous avez besoin de certains produits, sachez que sur notre campus, nous produisons notre propre bière, notre propre houblon, notre propre miel, même notre propre ketchup. Donc là, il n'y a pas plus local et bio que ce que nous proposons au sein de l'université et à des prix évidemment préférentiels pour la communauté étudiante. Nous avons également de nombreuses bibliothèques, c'est 17 bibliothèques à travers le campus, donc pour chaque grand domaine d'études. Et pour ceux qui souhaitent réviser, étudier, nous avons vraiment tout ce qu'il vous faut avec des millions de titres disponibles. Nous avons également pour les plus sportifs le plus grand centre sportif du Québec, donc 4 plateaux de sports différents. Nous avons même notre propre patinoire, des stades extérieurs, etc. Donc, que vous soyez intéressé par la natation, l'escalade ou le squash même, nous avons évidemment tout à disposition. Et avec votre carte étudiante, vous y avez directement accès. Puis en termes d'activités un petit peu plus socioculturel, évidemment, nous avons nos propres salles de concert, nous avons notre propre salle de cinéma également, et puis nous avons nos propres journaux, notre propre radio étudiante. Bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts, puis pour vous faire vibrer en fonction de ce qui vous intéresse. Et enfin, sachez que nous avons également nos propres cliniques universitaires. Donc, si vous avez besoin d'aller voir l'ophtalmo, d'aller voir une infirmière ou un psychologue, eh bien, nous avons également tous ces services à disposition. Donc, vraiment, une ville dans la ville, vous n'auriez même pas à sortir du campus pour avoir tous ces services. Bien sûr, on vous encourage à visiter notre belle ville de Montréal, mais vous avez tous les services à proximité. Oui, puis j'en profite pour dire aussi que sur les réseaux sociaux, on est très actifs. Donc, si jamais vous voulez voir un peu là, de ce à quoi ça ressemble, soit les bibliothèques ou un campus en particulier, ou un endroit en particulier dont vous avez entendu parler, ben, n'hésitez pas à vous rendre sur Instagram ou sur TikTok. On travaille fort pour faire beaucoup de capsules là-dessus, donc ça peut vous donner une bonne idée de ce à quoi ça ressemble puis de ce qui possiblement vous attend à l'université. Puis sinon, Jonathan, est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu plus de l'accompagnement? Oui, c'est vrai que l'accompagnement, c'est vraiment très important. Donc, je vais d'abord parler au niveau académique. Il y a de nombreux dispositifs qui sont en place pour aider les étudiants tout au long de leur parcours. On propose du tutorat, du mentorat, du jumelage linguistique. Bref, on propose vraiment toute une série de programmes pour vraiment aider les étudiants dès leur première année en fait à réussir et puis à aller plus loin dans leurs études. Il y a également les techniciens et techniciennes en gestion des dossiers étudiants qui sont là pour vraiment soutenir les étudiants dans leur choix de cours, dans l'orientation qu'ils prennent tout au long de leurs années. Ça devient un petit peu le meilleur ami de l'étudiant durant ses études et nous avons des conseillers à la réussite dans chaque programme pour vraiment orienter au mieux les étudiants. Ça, c'est vraiment très côté académique, mais nous avons également, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, les SVE, les services à la vie étudiante. Ce sont des professionnels qui sont vraiment là
pour vous aider dans votre accueil et votre intégration, puis tout au long de vos années chez nous, et bien de vous proposer des activités. On a un campus vraiment qui vibre à longueur d'année, les 4 saisons, et il propose des activités pour nos 70 000 étudiants et 10 000 étudiants internationaux. Je vous laisse imaginer ce que ça représente en termes d'activités pour faire bouger tout le monde. Donc, vraiment un très, très beau service. Et c'est eux qui sont notamment chargés de votre accueil et intégration les semaines avant le début des cours. Donc, les étudiants internationaux, généralement, arrivent vers la mi-août pour le début des cours en septembre. Et là, il y a beaucoup d'activités, des parties, puis vous rencontrez la communauté de l'université pour vraiment en prendre votre part. Le bureau des étudiants internationaux, j'en ai parlé, le BEI également qui vous accompagne. Et également, il faut savoir, pour les cycles supérieurs, vous avez les ESP, études supérieures et postdoctorales, qui sont vraiment responsables d'accompagner. Là, on revient un peu sur le côté très académique, chaire de recherche, etc., mais qui sont là pour accompagner les étudiants au cycle supérieur, donc niveau maîtrise et doctorat. Donc, pour des questions plus précises sur les cycles supérieurs, vous pouvez également les contacter. Excellent, merci beaucoup. Donc, si on parle justement d'accompagnement, Diana, j'aurais une dernière question pour toi. Est-ce que justement, en tant qu'étudiante internationale, tu t'es sentie accompagnée lors de ton accueil et ton intégration à l'université? Et oui, bien sûr. Le bureau des étudiants internationaux de l'UDEM a joué un rôle primordial pour ma tranquillité d'esprit ici. Ils ont des conseillères et des avocats spécialisés dans l'immigration qui m'ont aidé à mettre mes papiers en ordre. Donc, ça, c'est une chose que comme étudiant international, c'est bon d'avoir. Et c'est bon de savoir qu'ils sont là pour vous. Ils ont été là pour moi. Ils sont quand même maintenant avec moi. Parce qu'il y a des fois, par exemple, que c'est nécessaire de faire une autre demande si vous voulez changer les choses internement pour un autre programme. Par exemple, moi, j'ai changé de DES, de diplôme d'études supérieures, à la maîtrise. Donc, c'était nécessaire de faire beaucoup de choses. Donc, ils ont été là pour moi et ça, c'est quand même bon. Et aussi, par exemple, mon programme, et je sais que beaucoup de programmes ont quand même ses propres associations, donc ils réalisent des activités pour mieux se connaître, où il y a des groupes de réseaux sociaux où nombreuses de choses intéressantes sont publiées pour chaque programme, non? Donc, oui, bien sûr, je me sentis accompagnée. Excellent, merci beaucoup Diana. Donc, c'est la fin de cette portion-ci un peu échange de la présentation. Donc, maintenant, on va passer aux questions. J'ai vu qu'on en a reçu énormément dans la portion Q&A. Donc, on va commencer avec une première question. Au bout de combien de temps est-ce qu'on a une réponse? C'est une question qu'on a vraiment, vraiment souvent. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la réponse. Donc, je te laisse peut-être y aller, Jonathan. Oui, bien sûr, c'est une question très importante. Là, actuellement, la mission est en cours. Là, tous nos agents sont vraiment mobilisés pour étudier les dossiers, donner des réponses le plus rapidement possible. Généralement, il faut compter environ entre 3 et 4 semaines pour obtenir une réponse, là, à l'heure où on se parle. Évidemment, c'est une estimation, donc ne paniquez pas si vous n'avez pas de réponse dans ce délai-là. Mais tout le monde recevra une réponse. Puis je peux vous assurer qu'aujourd'hui, puis depuis un petit moment déjà, toutes nos équipes sont mobilisées pour étudier les dossiers rapidement. Super, merci Jonathan. Puis sinon, on a reçu une question par rapport au niveau de français à avoir. Donc la question, c'est quel est le niveau minimum de français pour suivre des cours de français en tant qu'étudiant d'échange? Oui, il y a plusieurs questions. Normalement, pour la majorité de nos programmes d'études, on demande le niveau B2 dans intermédiaire avancé. Certains programmes demandent plus, pourraient demander plus. Ça, c'est une exigence qu'on a de français à l'admission pour tous les étudiants, encore une fois, qui n'ont pas fait toutes leurs études préuniversitaires en français. Ça va vous être expliqué dès que vous allez déposer votre demande. Vous allez voir une petite tâche test à nous fournir va apparaître et nous avons le bureau du français dans les études qui gère toutes ces questions-là et qui va pouvoir vraiment vous répondre quels sont les tests valides qu'on reconnaît et puis quel est le niveau à atteindre en fonction de votre programme. Sachez également que si vous avez un niveau B1, donc pour arriver au niveau B2, il y a des programmes de francisation qui peuvent vous aider à atteindre le niveau exigé pour entrer dans un programme de premier cycle. Donc, j'espère que j'ai répondu, sinon la personne pourra ajouter des compléments. Parfait, merci Jonathan. Sinon, on a une autre question qui est, est-ce que je peux postuler à plusieurs programmes avec un seul dossier?
Bonne question. Oui, dans le fond, une demande d'admission, c'est 3 choix de programmes possibles. Donc, vous pourriez mettre droit, sciences politiques, études internationales, jusqu'à 3 programmes d'études. Attention, j'allais dire attention, vous ne pouvez pas faire plusieurs demandes pour un même trimestre, un même cycle d'études, pour multiplier vos chances et faire 6, 12, etc. Demandes d'admission. Donc, c'est vraiment une seule demande d'admission par trimestre et par cycle. Par contre, vous êtes libre de mettre les 3 choix que vous voulez. On ne jugera pas si vous mettez musique, physique et puis droit si vous le souhaitez. Vous êtes libre de choisir les 3 programmes qui vous correspondent. Donc, aucune limite de ce côté-là, mais c'est ça, une demande par trimestre. Excellent, merci. Puis sinon, on a une autre question par rapport aux cours. Donc, les cours sont principalement enseignés en français ou en anglais et certains programmes demandent un niveau suffisant en anglais. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, tout à fait. Donc déjà, il faut savoir que nous sommes une université francophone, ça s'entend, je pense. Donc, nos cours sont exclusivement en français, surtout pour le premier cycle. Évidemment, il peut y avoir quelques exceptions si vous avez choisi études anglaises, études allemandes, etc. Là, il va y avoir un test de langue à passer qui est propre au programme que vous avez visé, tous les cours de langue et lettres et langues. Donc ça, c'est une chose. Évidemment, au cycle supérieur, en fonction pareil du programme, un niveau d'anglais suffisant peut vous être demandé. Donc tout ça, ça se retrouve sur les conditions d'admission de nos fiches programmes. Donc vraiment, regardez bien toutes les exigences. Mais d'entrée, encore une fois, il faut une maîtrise du français suffisante. Donc oui, pour certains candidats, on va demander une preuve de son niveau, mais pas de preuve d'anglais pour tous les candidats dès l'entrée à l'admission, là, évidemment. Oui, puis justement, parlant d'exigence, on a beaucoup de questions par rapport à des programmes spécifiques, mais je vous dirais vraiment là, que votre allié, votre outil premier, là, ce serait vraiment le site de l'admission, on a des fiches programmes, qui ça s'appelle. Donc, simplement vous rendre là-dessus, vous allez voir, là, il y a une section bien indiquée, conditions et exigences. Alors, vous allez pouvoir les trouver là. Sinon, on en a parlé un petit peu plus en début de présentation, notamment avec Diana, mais on a une autre question par rapport au sport. Donc, est-ce que c'est possible de suivre un programme sport-études à l'université? Puis j'ai aussi vu une autre question passer qui est comment est-ce qu'on fait pour intégrer une équipe, par exemple? Oui, très bonne question. Le sport, évidemment, et j'en ai peu parlé, je m'en excuse, le sport a vraiment une place essentielle à l'Université de Montréal. Nous avons nos propres étudiants athlètes, à peu près 520 étudiants athlètes qui performent dans 23 sports et qui nous représentent à la fois à l'échelle interuniversitaire et à l'échelle nationale entre les universités. Donc, ces 23 sports, ça peut être du foot, du soccer, il y a même du tennis ou du golf. Et dans le fond, les étudiants qui sont admis dans l'équipe des Carabins, donc les Carabins, ce sont vraiment nos étudiants athlètes, peuvent rentrer dans ce qu'on appelle le programme de sport d'excellence. Donc, c'est un programme qui est fait pour combiner à la fois la réussite dans les études et à la fois la compétition sportive de haut niveau. Donc, vous avez un accompagnement vraiment privilégié avec des conseillers pour réussir le côté académique et vous faire performer donc côté sportif. Donc, c'est tout à fait possible. Je vous invite à aller voir le site des Carabins. Donc, ma collègue sûrement dans le chat va mettre le lien pour voir un petit peu les conditions d'accès, etc. Dans le fond, si vous êtes intéressé pour intégrer une de ces équipes, il faut vraiment, sur leur site, il y a un bouton « Nous joindre », vous contactez les équipes et eux vont entrer en relation avec vous pour vous expliquer comment marchent les pratiques. Évidemment, il y a des sélections qui se font et des étudiants internationaux chaque année intègrent nos Carabins, donc il n'y a pas d'enjeu de distance, mais pour vous expliquer un petit peu toutes ces sélections, ils seront les mieux placés. Mais oui, si vous pratiquez déjà un sport de haut niveau, déjà allez voir tous les sports qu'on propose et les conditions d'accès. Merci beaucoup, Jonathan. Puis sinon, j'ai vu cette question-là revenir à quelques reprises concernant la demande d'admission. Est-ce qu'il y a des lettres de recommandation qui peuvent être demandées si, par exemple, on en a là, déjà de la part de nos professeurs? Oui, c'est une bonne question également. Il faut savoir qu'au premier cycle, et encore une fois pour la majorité de nos programmes, mais n'oublions pas, certains programmes ont des spécificités, mais c'est vraiment basé sur l'excellence académique. On ne regarde que les notes. Pour les cycles supérieurs, par contre, c'est différent. Si vous êtes intéressé par une maîtrise ou un doctorat, eh bien, évidemment, il n'y a pas que les notes qui rentrent en considération. Il y a votre projet, donc votre lettre de motivation. Il y a également des lettres de recommandation qui sont demandées, puis également des curriculum vitae, etc. Donc, je dirais,
Pour le premier cycle, la majorité de programmes ne demandent pas de lettre de recommandation. Par contre, pour les cycles supérieurs, oui. Super. Puis je pense qu'il nous reste quelques petites questions là, dernières questions auxquelles on pourrait répondre. Mais il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vous feriez une journée porte ouverte en présence ou à distance dans laquelle nous pourrons discuter avec des étudiants de l'université? Oui, encore une très bonne question. Donc, à l'hiver, il n'y aura pas de séance vraiment de portes ouvertes virtuelles. Généralement, les portes ouvertes virtuelles ont lieu à l'automne. C'est là que vous avez le plus de chances de pouvoir discuter à la fois virtuellement avec nous, mais également avec des professeurs de chaque département et des étudiants dans chaque département. Je vous renvoie vers la section de notre site de l'admission, admissionumoral.ca. Vous avez une section vidéo à la demande, donc pour voir les vidéos qui ont été faites des éditions précédentes. C'est dû enregistrer, mais ça peut déjà vous donner quand même des pistes de réflexion et puis des réponses à certaines de vos questions. Donc ça, c'est une chose. Donc, pour le côté virtuel, c'est sûr que c'est surtout l'automne, à part les rencontres que nous faisons là actuellement. Mais pour ceux qui, imaginons, si vous avez quelque chose de programmé le 29 janvier, nous avons nos portes ouvertes présentielles. Si vous n'êtes pas loin, les États-Unis, c'est pas très loin, vous pourriez venir nous voir. Évidemment, on est conscient que pour les étudiants dans le reste du monde, c'est un peu compliqué de se présenter à nos portes ouvertes. Donc, c'est ça. Puis sinon, sachez qu'il est toujours possible de clavarder avec des ambassadeurs en vous rendant sur le site de l'admission. Donc ça aussi, ça peut être intéressant si vous voulez vraiment entrer en contact avec quelqu'un qui fait partie de la communauté. Et sinon aussi, comme je le disais un peu plus tôt, on a les réseaux sociaux. Donc, où vous pouvez trouver, oui, non seulement du contenu sur justement le campus, des visites, des choses comme ça, mais vous pouvez aussi entrer en contact avec différents étudiants et étudiantes qui font partie de la communauté, là, évidemment, déjà. Donc, on a des comptes par communauté. Donc, on a UDM Brésil, UDM Latino, on a toutes sortes de pages, on a Montréalisez-vous aussi pour les étudiants de l'Europe, donc ça peut être aussi peut-être utile pour vous si jamais vous voulez juste poser vos questions sur comment ça se passe là, les premiers jours ou la dernière année, peu importe. Donc j'en profite juste pour vous dire ça aussi. Et sinon, on a une autre question qui est à quel moment recevons-nous la confirmation d'inscription pour l'automne pour entrer en première année de baccalauréat, par exemple, sachant que les résultats du bac français ne sont disponibles qu'en juillet? Oui, dans le fond, là, vous devez appliquer avant le 1er février. Donc, dans le fond, vous allez recevoir une admission conditionnelle. Évidemment, vous n'avez pas le baccalauréat. C'est pour ça que l'admission conditionnelle, elle est à l'obtention du baccalauréat en juillet. Donc, dès que la première semaine de juillet, vous avez vos résultats du baccalauréat français, vous nous les fournissez et votre admission devient définitive. Je rappelle également que les étudiants internationaux peuvent et doivent commencer leur démarche d'immigration avec la lettre conditionnelle. Elle fait vraiment foi, donc c'est avec cette lettre-là que vous commencez vos démarches, mais on est conscient qu'évidemment, vous n'avez pas fini votre diplôme en ce moment même. Et j'en profite, Sarah, si tu permets, je récupère une autre question qui fait un pont un petit peu avec celle-ci. C'est vrai qu'on demande pour certains programmes d'études, notamment scientifiques, le premier relevé de la terminale. Et ceux qui sont en semestre, c'est un peu plus long pour obtenir ce document-là. Dans le fond, si vous n'obtenez pas à temps votre relevé du premier trimestre de la terminale parce que vous êtes en fait du premier semestre, je devrais dire, eh bien, c'est pas très grave. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'obtenir de votre établissement une attestation qui nous spécifie les spécialités que vous avez conservées en terminale ainsi que les options. Si vous avez pris mathématiques complémentaires ou expertes, on a besoin de le savoir. Donc, le premier relevé de la terminale, vous pouvez attendre, mais il nous faut vraiment une attestation de votre établissement qui vraiment spécifie, liste les spécialités et options que vous avez prises. Donc, je répondais à une question à Guest 244, exactement. Excellent, merci. Puis sinon, on a une autre question. Est-ce qu'il est possible de ne mettre qu'un choix de cursus dans la demande d'admission? Absolument. Vous avez jusqu'à 3 choix, évidemment. Mais si vous vraiment vous avez un choix dans la tête, c'est ça et rien d'autre, rien ne vous empêche de mettre uniquement celui-là. Donc, c'est libre à vous. Parfait. Puis, on a une autre question aussi concernant les dates importantes à noter. Donc, quelle est la date limite pour déposer son dossier si on veut commencer ses études à la session d'hiver 2023? Oui, dans le fond, les demandes d'admission ouvrent toujours le 15 août et c'est le 1er novembre la date limite pour déposer pour l'hiver suivant. Évidemment, si vous êtes intéressé par l'hiver, on ne vous conseille pas d'attendre le 1er novembre. C'est vrai que les demandes d'obtention de permis d'études sont un peu plus rapides à l'hiver, mais
c'est ça. Commencez durant l'été à préparer votre dossier pour l'envoyer dès l'ouverture des demandes le 15 août. OK. Super. Puis sinon, il y a quelqu'un qui demande est-ce que nos étudiants, vos étudiants sont obligés d'habiter dans les dortoirs? Peut-être qu'on peut en profiter pour parler de logement, en fait. Oui, je vais refaire un petit bout sur les logements. Ouais. Alors, vous n'êtes absolument pas obligé d'inviter dans nos résidences. De toute façon, nous n'avons pas 70 000 chambres, sinon il faudrait privatiser la moitié de l'île de Montréal. Donc, nous avons vraiment, c'est un service qu'on propose. Donc, nous avons nos propres résidences et il faut compter à peu près 412 $ canadiens par mois pour avoir un studio simple. Il y a plusieurs studios et conforts possibles, mais le studio simple avec salle de bain en bout de couloir est à 412 $ par mois. Donc, c'est une possibilité. Si jamais vous souhaitez aller dans un logement hors campus, c'est tout à fait possible. Les quartiers autour de l'université ou même, je dirais, les quartiers au centre-ville ou partout sur l'île sont tout à fait accessibles. Faut savoir, on l'a peu mentionné, mais que nous sommes vraiment très accessibles. 3 stations de métro, 5 lignes de bus. Donc, vous pouvez habiter un peu partout sur l'île de Montréal et vous rendre facilement sur notre campus principal. Mais également, il faut savoir que Montréal, on a quand même la chance d'avoir une ville qui compte parmi les meilleures villes étudiantes au monde et nous sommes toujours premières au Canada cette année. Et c'est notamment dû à la sécurité, mais également au coût de la vie. Donc, il faut savoir que le logement reste encore abordable à Montréal. C'est vrai qu'on a connu une hausse ces dernières années, comme n'importe quelle ville nord-américaine, mais par rapport à d'autres grandes villes comme Toronto, Vancouver, etc., vous pouvez trouver des logements abordables qui commencent autour de 450 $ par mois pour une chambre simple en colocation. Ça peut monter évidemment en fonction d'où est-ce que vous êtes et ce que vous voulez comme confort, mais le logement n'est pas véritablement un enjeu à Montréal, ou pas encore, du moins. Donc, vraiment, plusieurs solutions s'offrent à vous. Puis il y a aussi plusieurs autres ressources, mis à part celles qui sont offertes, là, par exemple, à l'université. Il y a aussi, par exemple, sur Facebook, toutes sortes de groupes, même par quartier où vous désirez habiter. Vous pouvez faire la rencontre de personnes qui sont aussi à la recherche de la même chose que vous. Donc, ça peut être vraiment facile, là, des fois, de trouver un logement dans un quartier qui vous intéresse particulièrement, puis de trouver un prix aussi qui vous convient. Donc ne vous inquiétez pas trop pour ça si jamais ça s'en vient bientôt pour vous. Puis je prendrais peut-être une dernière question. Vous me direz si vous êtes capable d'y répondre. Mais comment se passent les années préparatoires à un cursus? Oui, dans le fond, donc déjà, il faut savoir que ce ne sont pas tous les étudiants qui sont admis à l'année préparatoire. Si votre diplôme est l'équivalent au DEC, eh bien là, vous rentrez directement dans nos programmes de premier cycle. Pour les diplômes, comme par exemple nos amis au Maroc n'ont pas l'équivalent du DEC, ils doivent passer par une année préparatoire. Et dans le fond, l'année préparatoire, elle vous donne certains cours de méthodologie, d'exigence universitaire, d'explication de notre système, de nos attentes, etc. Et également des cours, c'est vous qui choisissez les cours en fonction de l'orientation que vous voulez prendre. Si vous voulez vous diriger en sciences humaines ou en sciences pures et appliquées, eh bien, vous choisissez un petit peu les cours qui correspondent au profil puis au programme d'études que vous souhaitez faire par la suite. Donc, encore une fois, vous retrouvez ce programme-là sur admission.umontréal.ca. J'aimerais également prendre une question, si possible. Encore une fois, Sarah, je te permets. En fonction de est-ce qu'on a des quotas pour les étudiants internationaux, vous retrouvez ça sur notre site. Évidemment, nous limitons le nombre de places dans certains programmes, les programmes dits contingentés, capacité d'accueil limitée, pour éviter d'avoir un nombre record d'étudiants dans un amphithéâtre. On ne veut pas d'amphi de 500 personnes. Beaucoup de programmes, en plus, exigent des laboratoires, des pratiques, etc. Donc, c'est ça. On limite le nombre de places dans certains programmes, mais ne vous inquiétez pas, il y a assez de places pour les internationaux. Je l'ai dit, on accueille 10 000 étudiants internationaux sur notre campus. On est la 3e université la plus internationale au Canada. Donc, ne vous inquiétez pas pour le nombre de places. Vraiment, regardez si vous voulez venir chez nous, les conditions d'admission, puis l'admission vous contactera. Super.
super. Ben, je pense que ça faisait le tour des questions pour aujourd'hui. Malheureusement, on a pas mal atteint le temps qu'on avait pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, ben, merci beaucoup à tous et à toutes de votre participation à cette séance. On espère avoir répondu à certaines de vos questions et de vous avoir rassuré sur quelques sujets. Donc, merci beaucoup à vous deux, là, Diana et Jonathan, pour toutes les informations. Et ben, restons connectés car ben, on vous en a parlé déjà un petit peu, mais il y a plusieurs autres événements comme celui-ci qui auront lieu dans les prochaines semaines. Et si d'ailleurs vous avez manqué une séance qui vous intéressait, là, qui est déjà passée, je vous rappelle que vous pouvez toujours retrouver nos rediffusions sur le site de la mission, donc au umontréal.ca/UDEM en continu. En fait, c'est un URL un peu plus raccourci, mais c'est umtl.ca/UDM-en-continu. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation et à la prochaine.